Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Bonjour les étudiants, je suis Islam Dirkano, professeur du français de la chaire des langues allemandes et français de la faculté des langues étrangères de l'université de Fergana. Aujourd'hui, nous allons parler du thème théorique, équivalence et correspondance en théorique. Nous allons aborder ce thème d'après ce plan: une équivalence, une correspondance, la traduction par équivalence et une équivalence effective. Tout d'abord, nous devons répondre à la question: qu'est-ce qu'une correspondance? Une méthode qui consiste à traduire une expression fixe de la langue de départ par une expression fixe dans la langue d'arrivée. Il peut s'agir de sigles ou d'abréviations de proverbes ou d'autres expressions. De façon générale, il existe une seule correspondance ou un nombre très limité de correspondances entre deux langues. Le contexte est généralement pas important. Par exemple, si au début nous avons dit c'est l'abréviation, l'ONU, en ouzbek c'est BMT, ou bien c'est bonnet blanc, ou bien blanc bonnet, en ouzbek c'est Orshapka. Comme ça, c'est-à-dire on cherche toujours les correspondances dans la langue à la traduction. Maintenant, nous allons répondre à la question donnant la définition, l'équivalence. Qu'est-ce que c'est l'équivalence? Une méthode qui consiste à trouver une expression similaire dans la langue d'arrivée. Quand on parle d'équivalence, on parle en général d'une expression, sigle, proverbe, référence culturelle, etc., pour laquelle il n'y a pas de correspondance exacte, absolue dans la langue d'arrivée, mais pour laquelle on peut proposer plusieurs traductions possibles en fonction des contextes ou des publics différents. Important, c'est de déterminer le sens principal souhaité dans le texte original et rendre le sens de mieux possible. C'est-à-dire la différence entre correspondance et équivalence, c'est-à-dire dans la correspondance, on trouve le similaire du texte, et dans l'équivalence, il n'y a pas le sens similaire, c'est-à-dire on cherche les autres références culturelles. Par exemple, en banlieue. En banlieue de Paris, par exemple, c'est autour de Paris. C'est-à-dire, si on traduit en ouzbek ça, Paris atrof. Quelle est la différence entre les correspondances et les équivalences? De façon générale, il existe une seule correspondance à un nombre très limité de correspondances. C'est-à-dire, c'est la définition de correspondance pour traduire dans une langue à une autre langue. Et entre deux langues, le contexte n'est généralement pas important. C'est-à-dire là, le contexte n'est pas généralement important pour traduire en correspondance. Et pour l'équivalence, une méthode qui consiste à trouver une expression similaire dans la langue arrivée. Là, c'est-à-dire, on trouve, pour traduire par équivalence, on trouve, c'est-à-dire une expression similaire dans la langue pour traduire.
C'est quoi l'équivalence en traduction? Il s'agit d'un procédé de traduction permettant de rendre compte du thème vouloir dire que les textes d'origine, mais avec une rédaction complètement différente. Certaines catégories d'énoncés posent problème en termes de traduction. Il faut alors adapter, trouver une équivalence et conserver simplement le terme d'origine. Comment choisir la marche à suivre? C'est-à-dire, voilà, pour traduire en équivalence, on conserve simplement le terme d'origine pour trouver, c'est-à-dire la marche qu'on est très simple ou bien compréhensible pour la traduction. Et il convient d'abord de toujours garder à l'esprit de vouloir dire de l'auteur du texte source. Par exemple, le mas sort de l'esprit et de passe dans l'air linguistique et le sens. C'est-à-dire, pour traduire en équivalence, il faut vouloir dire qu'est-ce qu'il pense l'auteur et sur quel sens il a utilisé le mot. Voici quelques exemples concrets de catégories d'énoncés problématiques et de solutions de traduction. Les premiers, c'est les dates qui posent d'énoncés problématiques et qui posent des solutions. L'ordre des chiffres est parfois différent d'un système linguistique à une autre entre l'anglais américain ou bien le français par exemple. Parce que là, il y a sur les dates aussi peut-être la différence. Et les titres de livres. Si le livre n'a pas été traduit, le titre doit figurer dans la langue d'origine. L'on peut effectuellement proposer une traduction entre parenthèses. C'est-à-dire, si il y a la différence entre les titres de livres, en ce cas-là, c'est-à-dire il faut donner entre parenthèses la traduction. S'il a été traduit, il faut rechercher la traduction officielle du titre, toute référence bibliographique et qui peut donner suite à une recherche doit être laissée telle qu'elle. Et les noms de lieux, ils sont traditionnellement francisés. En anglais, on garde souvent le nom d'origine pour les pays plus récents. C'est-à-dire, le lieu dans la langue origine que vous traduisez, c'est-à-dire, on garde ça, mais on va franciser. C'est-à-dire, ça, on prononce d'après la langue traduisée. Et les noms de personnes, ils ne se traduisent pas. Ça aussi, on se prononce à la langue de traduction. Et les citations, elles sont figées. Il est préférable de les traduire en style indirect. C'est-à-dire la citation, c'est-à-dire ce sont les citations des savants ou bien des hommes connus. Ils sont figés, c'est pourquoi là aussi, il faut trouver toujours l'équivalence de la traduction. Maintenant, nous allons voir complètement une équivalence. La traduction interprétative est une traduction par équivalence. La traduction linguistique est une traduction par correspondance. C'est-à-dire, quand on dit interprétatif, c'est-à-dire vous devez chercher les mots qui peuvent donner le sens de la langue traduite à la langue traduire. Et c'est pourquoi c'est la traduction, on dit c'est linguistique, et une langue traduction par correspondance, c'est-à-dire ici on utilise ces différences sont tirées du chapitre 14e siècle Canary Row de John Sandbeck et de sa traduction française par Madeleine Paz. Cependant, afin de réaliser un certain équilibre entre types de textes et des langues, un texte technique allemand et sa traduction serviront également à cette illustration. Voyons comment a été traduit
le début, voilà, 2 chapitres, 14e siècle de Kani Roy. Là, c'est-à-dire, on a, c'est le texte en anglais et on a traduit, voilà, c'est en français. Le lever de jour est un moment magique dans la rue de la Sardine, quand le soleil n'est pas encore presque l'horizon gris. La rue paraît suspendue hors du thème du temps et développée d'une lueur d'argent. Le sens du français est le même que celui de l'anglais, mais on remarquait que les mots anglais et français ne se correspondent pas rarement. Les significations anglaises ont contribué à faire paraître le sens du texte, mais toutes n'ont pas traduit en tant que tel. Le sens a été exprimé en fonction des contraintes du français et des préférences stylistiques du traducteur. On dira que le texte et sa traduction en français sont équivalents. Parce que voilà, dans le texte anglais, voilà, on a donné, c'est-à-dire on n'a pas trouvé, c'est-à-dire la correspondance en français. C'est pourquoi, c'est-à-dire cette traduction s'appelle traduction par équivalence. Maintenant, voilà, nous allons voir une correspondance. La traduction par équivalence ou bien une équivalence, une correspondance est équivalence affective, équivalence cognitive et dans le même passage, on détectera les mots et les formes syntaxiques qui correspondent d'une langue à l'autre. On les fait ressortir en gras. C'est-à-dire, voilà, c'est le texte anglais et là, c'est-à-dire, c'est la traduction. Voilà, le lever du jour est un moment magique dans la rue de la Sardine quand le soleil n'est pas encore presque l'horizon gris et la rue paraît suspendue lors du temps, enveloppée d'une lueur d'argent. Là, c'est-à-dire, on a donné, voilà, en gras, voilà, les mots, voilà, qui peuvent, voilà, traduire en équivalence, c'est-à-dire en anglais, en français, on a donné en gras. On se voit ici la différence essentielle entre équivalence et correspondance. Les premières s'établissent entre textes, les secondes entre des éléments linguistiques, mots, syntagmes, fragments ou formes syntaxiques. L'équivalence est une correspondance inédite. Elle est le mode de traduction générale, n'excluant pas pour autant les correspondances que justifie l'existence d'éléments qui correspondent en toutes circonstances, évoquant hors contexte ou l'emploi dans un texte. C'est-à-dire, voilà, ici, voilà, on explique encore, voilà, comment se passe la traduction équivalence pour traduire le texte. La traduction par équivalence. Toutes les recherches effectuées à l'IACIT tendent à prouver que la traduction par équivalence a une validité générale, quelles que soient les langues ou les types de textes, littéraires ou techniques, textes de fiction ou des réalités. Pour illustrer ce principe fondamental de la théorie interprétative, on examinera d'une part un passage d'un rapport allemand traduit en français qui renvoie à des faits réels et de l'autre un exemple de fiction traduit de l'anglais extrait lui aussi de Kani Roy. Équivalence cognitive découple de la justification du sémantisme du texte et des compléments nationnels apportés par le traducteur. On va la voir à l'œuvre dans un extrait déjà cité du rapport général de l'Union internationale des protecteurs de distributeurs l'énergie électronique à son congrès de Bruxelles.
Voilà, là on a donné, c'est-à-dire le texte en allemand, et ici, voilà, on cite la traduction en français. Voilà, il s'agira pour l'essentiel de répondre à deux défis, celui de la pénurie croissante d'énergie, d'où la nécessité d'économiser l'énergie primaire, et celui du risque grandissant de dépendance politique et économique du pétrole importe, d'où la nécessité de remplacer le pétrole par d'autres sources d'énergie. Là, c'est-à-dire, voilà, d'après le texte allemand, voilà, on donne, c'est-à-dire la traduction équivalente, c'est-à-dire on cherche d'après le sens stylistique. L'allemand et le français expriment ici chacun le même sens sous les formes différentes. On trouve pénurie, croissance pour allumerie, verpammen, et non la correspondance est raréfaction générale pour diondre, c'est-à-dire politische, ou bien voilà un Zurchesiffel, c'est en allemand, et abhandiker, et on trouve risque grandissant, c'est-à-dire au lieu de ces mots, voilà, on utilise en français risque grandissant de dépendance qui prend en compte la situation. Au moment où ce texte a été rédigé, il y a déjà eu plusieurs crises du pétrole. Et non la correspondance dépendance, c'est-à-dire menaçante, pour la plurielle énergien, on a source d'énergie et non énergie. Équivalence affective. Steinbeck décrit une scène qui se passe à l'aube d'une journée d'été californienne dans Canary Row, la rue de la Sardine qui loge l'océan, ayant montre la rue suspendue lors du temps et la paix absolue, les chats qui se glissent à pas feutre à travers les barrières. Il faut apparaître deux soldats et deux filles flânant paresseusement. Ils sont passés la nuit dans une boîte, ils sont fatigués. Ici, c'est-à-dire, voilà, c'est la version en anglais, et là, c'est-à-dire, voilà, la version française, voilà, qui est traduite, voilà, par équivalence. Les soldats avaient des boutons leur tunique et passent leur ceinture dans leur épaulette, qu'ils avaient défait leur cravate afin de pouvoir ouvrir leur col, et ils avaient coiffé. C'est-à-dire, là, on peut pas trouver, voilà, les correspondances, c'est pourquoi ici, on a s'adressé pour traduire par équivalence. Le lecteur pensera peut-être, en analysant cette traduction, qu'on pourrait pu les choses autrement. Il lui reproche, par exemple, une omission. Le traducteur n'a pas dit que la barrière était froide. La traduction nous fournit néanmoins une remarquable illustration de la notion d'équivalence. Comment le traducteur réalise-t-il cette équivalence? On a vu que tout texte appelle une interprétation chez les lecteurs intéressés. Le traducteur est plus qu'un lecteur intéressé, il est le lecteur par excellence du texte qu'il traduit. C'est-à-dire, voilà, on parle, voilà, sur le texte que nous avons vu au début. Là, c'est-à-dire, on a utilisé on a réalisé les traductions équivalence pour, c'est-à-dire intéresser les lecteurs. La traducteur ne pourrait traduire avec autant de succès ce passage de Steinbeck, et il ne voyait pas la fiction, la réalité extralinguistique, et il n'a
ressentait l'émotion, il se représente la scène. Il sert à longueur des amants d'une nuit. Il transcende la langue pour percevoir à travers elle le vouloir dire de l'auteur. L'équivalence est le résultat à la fois d'une méthode raisonnée, s'efforcer de voir, de ressentir et l'intuition, c'est-à-dire exprimer ce qu'on a vu et ressenti, et l'avatar en une autre langue de la pensée similaire d'un auteur et réexprimé par les traductions avec tout le savoir-faire dont il repose. C'est-à-dire, pour traduire équivalence, le traducteur doit passer dans une méthode raisonnée et il est forcé pour ressentir qu'est-ce qu'il a dit l'auteur et qu'est-ce qu'il peut dire l'auteur pour exprimer cet énoncé. Toute traduction comporte certes des correspondances entre des termes et des vocables, mais elle ne devient texte que grâce à la création d'équivalence, ces éléments centraux de notre théorie. Cette analyse esquisse de façon impressionniste la réaction du traducteur devant son texte. Pour aller plus loin, il faut répondre à une autre question, quelle est l'unité d'équivalence? S'agissant de correspondance, l'unité est un effet facile à trouver. Mots, syntagme, l'expression figée et termes peuvent être mis en correspondance. Et s'agissant d'équivalence de texte, il faut voir quelles sont les plus petites unités à partir de quelles la traduction procède par équivalence. Pour consolider notre thème, nous avons préparé les questions. Vous pouvez répondre aux questions. La première question. Qu'est-ce qu'une équivalence? Qu'est-ce qu'une correspondance? Quelle est la différence entre la traduction adéquate et la traduction par équivalence? Quelle est la différence entre les correspondances et équivalences? Comme ça, nous allons finir notre leçon de théorique. Merci pour votre attention. On se voit encore dans notre chaîne. Au revoir.